Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder la neurologie du courage. Wouh! Mais avant tout, Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Ça va très bien, je suis ravie de te retrouver, Sophie. Ben, Et moi toi, tu as aussi. l'air très en forme. Tout à fait. Force jaune. Allez, dis, que se passe-t-il concrètement, justement, dans le cerveau, lorsqu'on demande à notre système nerveux de quitter le mode économie d'énergie? Alors, on va trouver en premier lieu le conflit entre le vieux et le nouveau cerveau, si on peut dire. En effet, le passage à l'action, hein, ça crée une tension entre deux zones majeures qui sont, un, l'amygdale, autrement dit, le système d'alarme. Elle va détecter l'incertitude et de facto déclencher la peur ou l'anxiété. Elle veut nous ramener dans notre zone de confort pour assurer, puisqu'elle est établie de la sorte, notre survie ou encore notre mode économie d'énergie. Après, tu vas retrouver ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qu'on peut appeler le commandant de bord, entre guillemets. En fait, c'est ici, enfin, c'est dans cette zone que se situe la logique. Alors, pour sortir de sa zone de confort, cette zone doit en quelque sorte museler l'amygdale en utilisant le raisonnement pour évaluer que le risque est calculé et surtout bénéfique. Ensuite, intervient la libération de la noradrénaline, le starter, on va dire. En fait, dès que nous forçons le système, notre cerveau libère de la noradrénaline. L'effet immédiat, c'est augmentation de notre vigilance et notre concentration. On est super focus, on est super concentré. En revanche, le revers de la médaille, eh bien, si le dosage il est trop élevé, eh bien, on passe de la zone croissance à la zone panique, tout simplement. C'est le pic de stress nécessaire en fait pour briser l'inertie et la mise en action quelque part. La neuroplasticité, elle va entrer en action. Le mode économie d'énergie va utiliser des chemins neuronaux qui sont déjà bien tracés en fait, connus, maîtrisés. Autrement dit, nos habitudes. En faire ou en créer de nouveaux demande un effort métabolique immense. En répétant l'effort, en fait, le cerveau, il va renforcer ce qu'on appelle la gaine isolante qui se trouve autour de nos circuits neuronaux, à savoir la myéline, pour que l'information circule encore plus vite et avec moins d'efforts, du coup. Donc, le facteur neurotrophique issu du cerveau, dérivé du cerveau. En fait, l'apprentissage lié à l'inconfort stimule de facto la production de cette protéine. Et cette protéine, c'est un véritable engrais pour les neurones qui favorise ainsi la création de nouvelles collections. Et enfin, tu as la récompense dopaminergétique. Dopaminergique. Une fois que l'obstacle est franchi, le cerveau, il va libérer quoi? La dopamine. Et ces sentiments qu'on ressent d'accomplissement qui valident en fait l'effort fourni. Et c'est ainsi que le cerveau finit par associer l'inconfort initial à une satisfaction finale qui nous rend plus résilients pour la prochaine fois, en fait. En résumé, sortir de sa zone de confort, c'est forcer un passage d'un courant électrique dans un circuit qui n'existe pas encore. Alors, au début, c'est énergivore, hein, c'est certain, c'est épuisant, mais c'est en fait l'unique moyen de recabler, entre guillemets, notre cerveau pour le progrès. Pourquoi le courage n'est-il pas une qualité morale, mais un processus neurologique que l'on peut entraîner? Excellente question. En fait, tu vois, si on disait que le courage, c'était une qualité morale, ben, ça sous-entend, ou ça sous-entendrait que l'on est avec ou sans, comme une sorte de don mystique quelque part. Pourtant, les neurosciences hein, montrent que le courage, eh ben, ça s'apparente bien à un muscle fonctionnel, plus à un muscle fonctionnel qu'un trait de caractère. En fait, il s'agit d'un arbitrage constant entre la perception du risque et la valeur de la récompense. Euh, alors, cet arbitrage, c'est un processus, hein, bien entendu, physique, entraînable. Alors, comment? Il y a des études récentes en neurosciences qui mettent en lumière une zone spécifique qu'ils appellent le cortex singulaire antérieur médian. Alors, en fait, c'est une zone qui grossit physiquement chez les individus qui s'imposent des défis ou qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Le mécanisme s'active uniquement lorsqu'on surmonte en fait une résistance interne. Je prends des exemples, hein, ce sera peut-être plus parlant.
Si on aime courir, on va courir, il se passe rien. On est d'accord. À l'inverse, si on déteste ça, c'est vraiment pas le truc qui nous enthousiasme, ou voilà, qui nous nourrit, mais qu'on se dit, allez, on y va quand même. Et bien là, de facto, notre muscle, il va commencer, si tu veux, à, à se, à se renforcer, voilà. Et c'est ce qu'on appelle le muscle du courage. Donc, il va se développer différemment. Le courage, c'est pas l'absence de peur, hein, mais c'est la capacité, en fait, neurologique à inhiber la réponse de l'amygdale. À force de s'exposer, en fait, volontairement à des petits inconforts, alors ça peut être des petits défis, hein, des douches froides, prise de parole en public, et ça peut être apprentissage difficile, allez, je vais me mettre à une langue étrangère. En fait, on apprend de la sorte à notre cortex préfrontal à envoyer des signaux inhibiteurs à l'amygdale plus rapidement. Et le résultat réside dans le fait que le circuit action devient plus rapide que le circuit peur, de facto. Le principe neurologique de base, c'est celui-ci, c'est que les neurones qui s'activent ensemble, elles se connectent ensemble. Donc, à chaque fois qu'on agit malgré l'appréhension, eh bien, en fait, on renforce la connexion entre nos centres de décision et notre système moteur. Donc, avec le temps, ben, la barrière énergétique nécessaire de décision et notre moteur et notre système moteur, eh ben, ça permet de renforcer. En fait, ça, en fait, ce qui nous demandait un effort, on va dire, héroïque ou vraiment violent, entre guillemets, puisque contre nature, eh ben, ça devient une routine neurologique demain, en fait. Il faut avoir toujours en tête que l'entraînement au courage modifie notre chimie de base aussi, hein. À savoir, on est dans tel état, de facto, il y a une dominante chimique qui se produit dans notre corps, et cette dominance chimique a un effet sur l'action. Alors, on va se dire, quand on est dans notre zone de confort, la dominante chimique, ben, c'est la sérotonine, la stabilité. L'effet sur l'action, ben, une faible envie de changement, hein. On est bien, on maîtrise tout, donc aucune raison d'aller ailleurs ou de s'essayer à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand on est plutôt sur un état de peur subie quand je dis peur subie, c'est d'inconfort ou hein, c'est pas forcément la peur au sens littéral. La dominante chimique, ça va être le cortisol, le stress, hein, l'hormone du stress. Et l'effet sur l'action, ben, c'est soit la paralysie, soit la fuite. Donc, en revanche, quand on est dans un état de courage entraîné, ben, la dominante chimique, ça va être la dopamine, l'anticipation. Et l'effort est alors perçu comme un défi gratifiant, en fait. Et il s'agit là d'une excellente nouvelle où ben, c'est génial parce que si le courage était qu'une vertu morale pure, on serait de facto limité par notre propre nature, en fait. Mais puisque là, les neurosciences avancent le fait qu'il s'agit d'un processus neurologique, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que personne n'est condamné à la peur. Le cerveau, il est plastique, il suffit d'y travailler. La progression, elle est granulaire. Autrement dit, on commence par des petites choses, des petites victoires, des petites zones d'inconfort pour muscler notre fameux cortex singulaire antérieur médian. Et le courage est transférable, c'est-à-dire développer du courage à la salle de sport ou dans l'apprentissage d'une langue, par exemple, renforce notre capacité globale à affronter des défis professionnels ou personnels. En résumé, le courage, c'est en fait la répétition neurologique de l'action malgré l'incertitude ou la zone d'inconfort. Comment la kinésiologie peut-elle aider à rassurer le cerveau lorsqu'il perçoit justement le changement comme une menace? En fait, la kinésiologie, elle apporte une réponse corporelle à un problème qui, comme nous l'avons vu, est souvent bloqué au niveau de l'amygdale. Si le cerveau il perçoit le changement comme une menace, il va se mettre en mode survie. Donc la kinésiologie, quant à elle, elle va utiliser le corps pour envoyer un message de sécurité inverse. Tout va bien, ils ne sont pas en danger. Alors, comment on peut hacker le système nerveux pour faciliter le courage? La levée en fait du stress structurel par le test musculaire, hein, comme j'ai déjà expliqué dans de nombreuses chroniques maintenant. Lorsqu'une pensée ou une situation de changement crée un stress, le tonus musculaire s'affaiblit. C'est en quelque sorte une réponse réflexe du système nerveux. Donc, en identifiant précisément ce qui fait lâcher le muscle, une peur spécifique, une croyance limitante, que sais-je, on rend la menace consciente. En fait, le cerveau, il cesse alors de lutter contre une ombre invisible
et peut commencer à traiter l'information rationnellement cette fois-ci via le cortex préfrontal. Ensuite, ben, qu'est-ce qui se passe? On bascule du mode survie au mode intégration. Sous stress, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura tendance à fonctionner en mode hémisphérique unilatéral. Soit trop dans l'émotion, soit au contraire trop dans l'analyse ou la logique. Figé, hein. Ce qu'on appelle cerveau gauche, cerveau droit. La kinésiologie, elle peut, elle, à travers des exercices et notamment le brain gym, renforcer les deux hémisphères ou leur communication via le corps calleux. C'est un élément, on va dire, qui se situe entre les deux hémisphères. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça permet de rassurer le cerveau parce qu'on lui redonne accès à toutes ses ressources, toutes ses capacités. On n'est pas uniquement sur l'intuition ou la spontanéité ou inversement la logique. Là, on lui permet de, voilà, d'avoir à nouveau accès à toutes ses fonctions en quelque sorte. Alors, de la sorte, on ne subit plus le changement. On redevient capable de planifier une action ou d'appréhender la situation avec tous les paramètres et toutes nos facultés. De plus, en kinésiologie, on travaille souvent sur des points d'acupression, notamment les éminences frontales, hein. Ça, c'est vraiment des points qui sont essentiels. Pas que cela, mais vraiment impactants. Et en fait, maintenir uniquement, voilà, ces pulpes, voilà, on va dire trois doigts sur ces éminences frontales, ça permet de, de changer, si tu veux, le flux sanguin de l'arrière du cerveau, hein, qui est notre cerveau archaïque, on va dire réflexe archaïque ou réactionnel. On ramène le flux sanguin vers l'avant, qui est sur le lobe frontal, réfléchi, un peu plus posé. Donc, ça permet de penser à l'objet de notre peur. En l'occurrence, ici, on est sorti de sa zone de confort, tout en maintenant un état calme physiologique. On apprend de la sorte à notre cerveau que penser au changement, c'est pas mourir, puisque le cerveau archaïque, c'est survie, hein, préservation de l'espèce, donc combat ou fuite. Enfin, la kinésiologie, elle aide en fait à faire passer le curseur du système sympathique, mode combat-fuite, comme je disais, au système parasympathique, repos, digestion, régénération. En utilisant par exemple des techniques de respiration ou de stimulation des méridiens. Les méridiens, je avais aussi parlé une précédente chronique. On réduit le taux de cortisol circulant. Parce qu'en fait, un cerveau qui baigne dans moins de cortisol, il interprète en fait les nouveaux défis non pas comme des agressions, mais bel et bien comme des véritables opportunités. En somme, la kinésiologie, elle ne supprime pas le défi, hein, mais elle nettoie en fait les bruits, on va dire, parasites du système nerveux pour que notre volonté elle puisse s'exprimer sans entrave biologique. Quels rituels simples permettent de passer du mode survie au mode exploration dans la vie quotidienne? Il existe des rituels simples. En fait, passer du mode survie, on se rappelle, c'est l'amygdale qui domine, qui déclenche le cortisol et notre vision, en fait, elle devient étroite. Alors qu'à l'inverse, en mode exploration, autrement dit, quand c'est le cortex préfrontal qui est activé, la libération, ben, c'est la dopamine et la créativité, elle est libérée. En fait, il faut envoyer des signaux de sécurité physiologique à notre cerveau. Alors, je pourrais citer quelques rituels ou techniques efficaces et simples à intégrer dans son quotidien. Par exemple, c'est la respiration carrée. Ça, c'est vraiment le reset instantané. En fait, c'est une technique utilisée notamment, je l'ai appris il y a très peu de temps, je l'avoue, par les forces spéciales qui sont en opération pour garder leur sang-froid. En fait, elle agit directement sur les nerfs vagues pour signifier à notre cerveau que le danger est passé. Le cycle, c'est quoi la respiration carrée? C'est j'inspire sur 4 secondes, je bloque pendant 4 secondes, j'expire 4 secondes, je rebloque 4 secondes. Voilà. Faire ça sur plusieurs minutes, hein, parce que si on le fait qu'une fois, il y a la même incidence. Alors pourquoi ça marche? En fait, l'apnée poumon plein, ça va stimuler le système parasympathique, tandis que l'apnée poumon vide, ça va calmer l'emballement cardiaque, tout simplement. Euh, il y a aussi, en termes de technique, le double ou la double inspire, ou communément appelé le soupir physiologique. Alors, il s'agit de prendre une grande inspiration par le nez, puis on reprend une toute petite bouffée d'air supplémentaire juste après.
En fait, pour gonfler les alvéoles pulmonaires, et enfin, on expire longuement par la bouche. Vraiment, on exagère l'expiration. De cette façon, on évacue un maximum de CO2 d'un coup, ce qui fait ce qui fait chuter notre tension nerveuse instantanément. On peut citer aussi, j'en ai parlé également précédemment, les mouvements de brain gym, les mouvements croisés, hein. Euh, Debout, on touche main droite, genou gauche, main gauche, genou droite, etc. On peut faire aussi à l'arrière, ça pendant 1, 2, 3 minutes. Ce mouvement, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ce dont je parlais précédemment, il réactive le corps calleux, c'est-à-dire le pont entre les deux hémisphères, qui facilite le passage de l'émotion, ça peut être la peur, à l'action, l'exploration, la créativité, quoi. Un autre rituel, c'est la vision périphérique. Autrement dit, il faut casser la vision du tunnel. En fait, sous stress, nos yeux, ils vont fixer intensément uniquement la menace. Euh, Ça va être le focus et on va plus voir le global, en fait. C'est ce qu'on appelle en fait la vision tunnel. Alors, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est élargir notre champ de vision tout en maintenant une vision périphérique détendue. De facto, ça force notre cerveau à se calmer. Euh, c'est très simple, hein. C'est vrai que ça peut paraître anodin, mais ça évite de focaliser. Donc, pouf, on s'ouvre à autre chose. Et d'un coup, le cerveau, ben, il est plus en mode comment focus. Voilà, il ne voit plus qu'une seule chose en fait. Donc c'est un retour au calme. Enfin, on peut également citer la règle des 5 secondes, c'est-à-dire pour court-circuiter toujours notre fameuse amygdale avant qu'elle nous paralyse hein, face à une hésitation, une peur. Dès que l'on sent une impulsion d'agir, par exemple, on est au travail, on sait qu'on va devoir passer cet appel et c'est un appel stressant. On compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Alors pourquoi ce compte à rebours? Mais en fait, le décompte, il demande un effort conscient au cortex préfrontal, ce qui détourne en fait l'énergie de l'amygdale et lance le moteur de l'action. Mon conseil, alors ça serait surtout de pas tenter de tout faire en même temps, c'est vraiment choisir un seul de ces rituels et le pratiquer, on va dire, chaque matin ou juste avant une situation soit qui nous intimide ou soit qui nous stresse. Le secret, en fait, du courage, il va résider dans la répétition de ces micro-victoires physiologiques. Euh, En résumé, s'il y avait qu'un élément à retenir, c'est que le courage, c'est pas une force mystérieuse réservée à une élite ou des gens hors sol. Mais c'est bel et bien une compétence biologique que nous pouvons tous piloter. À chaque fois que nous nous affrontons un inconfort, on muscle physiquement notre cortex singulaire antérieur médian. Et plus nous l'utilisons, plus il devient facile de passer à l'action. Le corps, en fait, c'est la télécommande du cerveau. Alors, lorsque notre esprit est paralysé, en mode survie, il faut surtout pas chercher à raisonner nos émotions, mais plutôt à utiliser des outils ou des rituels physiques, comme j'évoquais précédemment, pour envoyer un signal de sécurité à notre système nerveux, tout simplement. En apprenant à transformer le stress, hein, la cortisol, en une quête de récompense, la dopamine, eh ben, on change complètement notre rapport au risque. L'inconfort ne devient plus un signal d'arrêt, mais plutôt le carburant de notre évolution. Donc, je dirais que sortir de sa zone de confort, c'est finalement accepter d'être un débutant biologique quelque part, à chaque nouveau défi, tout en sachant que notre cerveau, il possède une plasticité incroyable pour s'adapter à tout ce que nous oserons lui présenter. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de libérer le deuil des possibles. Merci et à bientôt.